janvier 2025. En 3 semaines, un groupe armé s'empare de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, une ville de 2 millions d'habitants. Puis de Bukavu, la capitale du Sud Kivu, 2 des plus grandes villes de l'Est du Congo, capturées en moins d'1 mois. L'architecture de l'État congolais dans sa partie orientale s'est effondrée. Ce groupe armé s'appelle le M23. Il est soutenu, documenté, prouvé, confirmé par des experts de l'ONU, par les forces armées rwandaises. Paul Kagame, le président du Rwanda, dirige depuis Kigali une opération qui ressemble, selon le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, à une annexion de fait d'une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le Kivu, 2 provinces grandes comme la France, parmi les zones les plus riches en minerais du monde entier, du coltan, qui entre dans la fabrication de chaque smartphone et de chaque ordinateur portable sur la planète, du cobalt, de l'or, de la cassitérite, et dans ces provinces, une crise humanitaire que l'ONU classe parmi les plus graves au monde depuis des années, avec des millions de déplacés, des violences sexuelles documentées, des massacres, le tout dans une quasi-indifférence internationale. Je suis le professeur Alexandre Delmas, et dans cette vidéo, nous allons décrypter ce qui se passe vraiment dans l'Est du Congo, et pourquoi votre téléphone portable est peut-être lié, sans que vous le sachiez, à l'une des guerres les plus complexes et les plus meurtrières du monde. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus extraordinaires et les plus tragiques du monde. Extraordinaire parce que ses dimensions dépassent l'entendement, 2,3 millions de kilomètres carrés, soit 4 fois la France. Le 2e plus grand pays d'Afrique, la 2e plus grande forêt tropicale du monde, après l'Amazonie. Le fleuve Congo, le 2e fleuve le plus puissant de la planète après l'Amazone. Et sous le sol, l'un des sous-sols les plus riches de la planète. Cobalt, coltan, or, diamant, cuivre, uranium. On a estimé que le sous-sol congolais représentait des dizaines de trillions de dollars de richesse potentielle. Tragique parce que depuis son indépendance en 1960, obtenu des mains de la Belgique dans des conditions catastrophiques, le Congo n'a presque jamais connu la paix. Lumumba assassiné, Mobutu au pouvoir pendant 32 ans, pillant le pays, les guerres du Congo à la fin des années 1990, les conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale, avec entre 3 et 5 millions de morts. Et depuis, une instabilité chronique dans l'Est du pays. Pourquoi l'Est? Pour 3 raisons structurelles. Raison 1, la distance de Kinshasa. La capitale, Kinshasa, est à l'ouest, sur le fleuve Congo. L'est du pays, les Kivu, l'Ituri, le Maniema, est à plus de 1500 km à vol d'oiseau. Et avec des infrastructures parmi les plus dégradées du monde, cette distance se traduit par une quasi-absence de l'État central dans ces régions. Pas de routes praticables, pas de services publics réels, pas de présence judiciaire. Un vide que remplissent, depuis des décennies, les groupes armés. Raison 2, les minerais. Le Kivu regorge de coltan, d'or, de cassitérite. Ces minerais sont extraits artisanalement par des milliers de creuseurs dans des conditions souvent proches de l'esclavage. Ils transitent par des réseaux informels vers les pays voisins, Rwanda, Ouganda, Burundi, avant d'intégrer les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le commerce des minerais congolais finance les groupes armés. C'est documenté depuis les années 1990 et c'est l'un des nœuds gordiens du conflit. Tant que les minerais congolais peuvent être écoulés sans traçabilité via les pays voisins, les groupes armés ont une source de financement quasi inépuisable. Raison 3, l'héritage du génocide rwandais. Pour comprendre la présence rwandaise dans l'est du Congo, il faut comprendre 1994. Le génocide rwandais, 800 000 Tutsis et Hutus modérés massacrés en 100 jours par les milices Interahamwe Hutues. Quand le Front patriotique rwandais de Kagame met fin au génocide et prend le pouvoir, des centaines de milliers de Hutus, dont des génocidaires, fuient au Zaïre voisin et s'installent dans l'est du pays, aux portes du Rwanda. Depuis 1994, le Rwanda considère l'est du Congo comme sa zone de sécurité vitale. Et la présence de groupes armés Hutus sur le sol congolais, les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, est sa justification officielle pour intervenir de l'autre côté de la frontière. Quand Goma tombe, Kagame ne dit rien. Officiellement, le Rwanda nie toute présence militaire au Congo. Les déclarations officielles de Kigali sont invariables depuis des années. Le Rwanda soutient sa propre sécurité, il ne déploie pas de troupes au Congo, le M23 est un mouvement congolais indépendant.
mais les experts du groupe d'experts de l'ONU ont documenté, rapport après rapport, la présence de soldats rwandais en uniforme au Congo, l'utilisation d'armements rwandais, les chaînes de commandement entre Kigali et les chefs du M23. La position officielle de Kigali est contredite par des preuves accumulées depuis des années. Kagame, 67 ans, au pouvoir depuis 1994, est l'un des dirigeants africains les plus respectés en Occident, pour la reconstruction du Rwanda après le génocide, pour son efficacité économique, pour ses discours sur l'autosuffisance africaine. Et l'un des plus controversés pour sa gestion intérieure, opposition muselée, presse contrôlée, et pour le rôle du Rwanda dans la déstabilisation du Congo. Le M23, mouvement du 23 mars, tire son nom d'un accord de paix signé le 23 mars 2009 que ses membres accusent le gouvernement congolais d'avoir violé. Historiquement, le M23 est composé en grande partie de soldats tutsis congolais qui avaient été intégrés à l'armée nationale congolaise, les FARDC, puis qui ont fait défection. Leurs liens ethniques et familiaux avec la communauté tutsi rwandaise sont étroits, et leurs liens avec Kigali documentés. En 2012, le M23 avait déjà capturé Goma une première fois, avant d'en être chassé. En 2022, ils reprennent les armes. En 2024, leur expansion s'accélère grâce à un soutien logistique et militaire rwandais massif, matériel, officiers, renseignements. En janvier 2025, l'offensive sur Goma et Bukavu est fulminante. L'armée congolaise, mal équipée, mal commandée, démoralisée, s'effondre. La force de la MONUSCO, la mission de maintien de la paix de l'ONU, présente au Congo depuis 1999, n'intervient pas efficacement. Les soldats de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud, se retirent. Résultat, le M23, avec le soutien des 3000 à 4000 soldats réguliers rwandais estimés sur le terrain, contrôle en quelques semaines les deux plus grandes villes et des zones minières parmi les plus riches de l'Est du Congo. La question que tout le monde se pose est « Que veut vraiment le Rwanda ?» La question des minerais, le vrai moteur du conflit. Voici une donnée vérifiée, documentée par des experts indépendants et des journalistes d'investigation. Depuis que le M23 contrôle des zones minières du Kivu, les exportations officielles de minerais du Rwanda ont explosé. Le Rwanda exporte du coltan, de la cassitérite, de l'or, en quantité qui dépasse largement sa propre production minière nationale. Ce qui signifie analytiquement que des minerais extraits au Congo transitent via le Rwanda vers les marchés internationaux. Ce mécanisme est connu depuis les années 2000. Il finance les groupes armés et enrichit des intermédiaires rwandais. Un rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, cité par la Libre Belgique en avril 2026, documente la présence de matériel militaire dont certains éléments ont transité via des pays tiers, y compris des systèmes d'armement violant l'embargo de l'ONU sur les groupes armés en RDC. Le conflit dans l'est du Congo n'est pas seulement une affaire régionale. C'est une intersection d'intérêts globaux. Les États-Unis et l'Occident, le soutien paradoxal à Kagame. Voici le paradoxe central de cette crise. Le Rwanda de Kagame est l'un des pays africains les plus soutenus par les États-Unis et l'Europe depuis 1994. Pour des raisons morales d'abord, la culpabilité occidentale face à l'inaction pendant le génocide. Pour des raisons stratégiques ensuite, Kagame est un allié fiable, un pays bien gouverné, un modèle de reconstruction post-conflit. Ce soutien a rendu l'Occident aveugle ou complaisant face aux aventures militaires rwandaises au Congo. Pendant des années, les rapports de l'ONU documentant la présence rwandaise au Congo n'ont pas entraîné de sanctions réelles contre Kigali. Mais en 2025, quelque chose change. Sous la pression des faits, la chute de Goma, les millions de déplacés, les rapports de massacres, l'Union européenne impose des sanctions ciblées sur des officiers rwandais et des chefs du M23 en mars 2025. Les États-Unis, sous Trump, négocient un accord de paix entre Kagame et Tshisekedi, signé le 4 décembre 2025 à Washington. Un accord que les observateurs qualifient d'encourageant mais fragile. Les Émirats arabes unis, une présence discrète mais documentée. Les FSR au Soudan et le M23 au Congo partagent un point commun, une aide matérielle des Émirats arabes unis. Les Émirats ont des intérêts économiques dans les minerais d'Afrique centrale et des relations étroites avec Kigali. La présence émiratie dans ce conflit est documentée mais peu médiatisée. Abu Dhabi opère dans les zones grises. La Chine, le grand absent apparent.
La Chine est le principal investisseur et partenaire commercial de la RDC. Elle a signé des accords d'exploitation minière massifs avec Kinshasa. Et pourtant, Pékin est remarquablement discret sur le conflit dans l'est du Congo. Sa position, non-ingérence dans les affaires intérieures africaines. Sa pratique, continuer à acheter des minerais congolais, quelle que soit la situation politique et sécuritaire. Denis Mukwege est congolais, gynécologue, prix Nobel de la paix 2018. Il a passé sa carrière à soigner les femmes victimes de violences sexuelles dans l'est du Congo, des milliers de femmes, sur plusieurs décennies. Il connaît le conflit de l'intérieur de façon viscérale. En novembre 2025, il publie une déclaration qui fait le tour du monde diplomatique sans faire la une des journaux grand public. Il dénonce une annexion de fait du Kivu par le Rwanda. Il qualifie l'accord cadre de Doha de sans mécanisme contraignant. Il dit que les processus de paix sont contraires au droit international. Mukwege est l'homme qui a passé sa vie à documenter ce que la guerre fait au corps des femmes congolaises. Son diagnostic politique est celui d'un homme qui n'a plus rien à perdre à dire la vérité. Ce n'est pas une guerre civile, c'est une agression étrangère. Voici le lien que la plupart des gens ne font pas, et qui est pourtant documenté depuis plus de 20 ans. Le coltan, contraction de colombo-tantalite, est un minerai indispensable à la fabrication des condensateurs présents dans tous les appareils électroniques modernes. Smartphones, ordinateurs portables, tablettes, voitures électriques, tous utilisent du tantal extrait du coltan. La RDC possède environ 60 à 80% des réserves mondiales connues de coltan. Une grande partie du coltan congolais est extrait dans le Kivu, précisément les zones que le M23 contrôle depuis 2025. La chaîne d'approvisionnement fonctionne ainsi. Extraction artisanale dans des mines souvent contrôlées par des groupes armés vers transit via le Rwanda, officiellement présenté comme production rwandaise, vers raffinerie en Asie, vers intégration dans les composants électroniques, vers assemblage dans les usines chinoises ou coréennes, vers votre téléphone. Des lois comme le Dodd-Frank Act américain, section 1502, ont tenté d'imposer une traçabilité des minerais du conflit. Coltan, cassitérite, or, wolframite, en provenance de zones de conflit en RDC. Mais l'application reste difficile et le transit via le Rwanda permet à des minerais d'origine douteuse de perdre leur traçabilité. Ce que cela signifie concrètement, il est impossible de certifier avec certitude que les minerais dans votre téléphone ne proviennent pas de zones de conflit congolaises, pas parce que les fabricants sont de mauvaise volonté, mais parce que les chaînes d'approvisionnement sont trop complexes et la traçabilité trop défaillante. C'est une réalité inconfortable. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette guerre, qui devrait nous concerner directement, reste dans l'angle mort de notre attention. Où en est-on en mai 2026 ? Et quels sont les scénarios ? Sous la pression américaine, le M23/AFC a annoncé son retrait de certaines zones en décembre 2025. Au premier trimestre 2026, le conflit au sud Kivu se caractérise par le retrait partiel de l'AFC/M23 du Vira, une intensification des combats en zone rurale et un usage accru des drones. L'accord de paix signé à Washington en décembre 2025 entre Kagame et Tshisekedi offre un espoir, mais les observateurs le qualifient unanimement de fragile. Scénario 1, l'accord de paix tient et ouvre une négociation réelle. L'accord de Washington est suivi d'engagements concrets, retrait progressif des forces rwandaises, démobilisation du M23, retour des déplacés, mécanisme de traçabilité des minerais. Ce scénario nécessite une pression internationale soutenue, notamment américaine et européenne, sur Kigali. C'est le scénario souhaitable, sa probabilité à court terme est modérée. Scénario 2, le gel fragile. L'accord de paix ne tient que partiellement. Le M23 maintient son contrôle sur les zones minières les plus riches. Le Rwanda consolide une influence de facto sur l'est du Congo sans annexion formelle. Un statu quo instable qui peut voler en éclats à tout moment. C'est le scénario le plus probable à court terme. Scénario 3, l'escalade régionale. L'International Crisis Group a alerté sur le risque d'un affrontement entre l'Éthiopie et l'Érythrée qui pourrait embraser toute la corne de l'Afrique. Si ce conflit éclate simultanément au Congo, l'instabilité de l'Afrique centrale et orientale atteindrait un niveau sans précédent depuis les années 1990. Pourquoi ça vous concerne ? 3 raisons. Premièrement, les minerais dans vos appareils. La traçabilité est un enjeu politique et commercial sur lequel les entreprises technologiques font l'objet d'une pression croissante. Les lois européennes sur la diligence raisonnable dans les chaînes d'approvisionnement, le devoir de vigilance,
s'applique désormais aux grandes entreprises opérant en Europe. Deuxièmement, les migrations. L'Est du Congo est l'une des premières sources de déplacés internes en Afrique. Ces déplacements créent des pressions sur les pays voisins, sur les ressources humanitaires mondiales et alimentent à terme des mouvements migratoires plus larges. Troisièmement, le précédent géopolitique. Si le Rwanda peut annexer de facto une partie du territoire congolais avec une impunité quasi totale, quel message est envoyé à d'autres acteurs régionaux qui nourrissent des ambitions territoriales sur leurs voisins ? Ce précédent a des implications bien au-delà de l'Afrique centrale. Ce qui se passe dans l'Est du Congo est l'une des crises les plus complexes, les plus meurtrières et les plus ignorées du monde contemporain. Ce n'est pas un conflit tribal, comme on l'entend parfois, cette explication réductrice qui dépolitise des guerres qui ont des causes économiques, géopolitiques et historiques précises. C'est une guerre pour les ressources naturelles, une guerre de puissance régionale. Une guerre dont les victimes principales sont des civils congolais, des millions de déplacés, des femmes victimes de violences systématiques, des enfants dans des camps de fortune. Et c'est une guerre qui nous concerne tous parce qu'elle alimente les chaînes de valeur mondiale qui produisent les appareils sur lesquels vous regardez peut-être cette vidéo. Comprendre ces mécanismes ne change pas le monde immédiatement. Mais c'est la condition pour exiger des entreprises, des gouvernements, des institutions internationales qu'ils agissent différemment. C'est la raison d'être de cette chaîne. Je suis le professeur Alexandre Delmas. Partagez cette vidéo, notamment avec des personnes qui ne savent pas que leurs appareils électroniques ont peut-être un lien avec cette guerre. Et dites-moi en commentaire, pensiez-vous à ces minerais quand vous avez acheté votre dernier téléphone ? À très bientôt.